Bonsoir à tous. Alors ce soir, nouvelle édition du Hypothèse Speak avec une conférence de Jean-Luc qui va nous présenter donc une soirée spéciale fin de la crise. Donc il va nous présenter des solutions pour sortir de la crise, essayer de combattre un petit peu le système. Euh, voilà. Donc Jean-Luc, si tu es prêt, c'est à toi. Très bien, je vous remercie. J'ai eu une petite déconnexion là, je me suis reconnecté à l'instant, donc apparemment tout va bien pour l'instant. Pourvu que ça continue, on est toujours un petit peu tributaire des aléas de la technique. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de m'avoir accueilli et de m'écouter. Cela fait déjà quelque temps que je m'intéresse à toutes les questions économiques. Je n'ai pas de formation spéciale, je me suis intéressé à l'économie parce que j'ai essayé de faire des placements financiers et c'est suite à ces placements que je suis aperçu de certaines choses qui étaient quand même très curieuses. Alors, je voudrais signaler certaines choses. J'appartiens donc à l'UPR, mais je dois vous signaler que cette conférence se fait à mon nom seul. Ce sont uniquement mes opinions et mes analyses qui sont exprimées et que l'UPR n'a aucune incidence sur ce que je vais dire ce soir. Je tenais à le préciser pour éviter que toute personne soit prise en porte-à-faux. Ensuite, tout au long de cette conférence, je vais introduire certaines petites notions théoriques. Rassurez-vous, rien de bien méchant. Mais il est indispensable de bien les comprendre parce que tout en découle. Alors, si à certains moments donnés, vous avez quelques difficultés à comprendre, n'hésitez pas à le signaler au modérateur qui interviendra durant la conférence. Voilà. Alors, je voudrais tout d'abord commencer cette soirée en vous expliquant un petit peu l'historique. J'ai essayé de faire des placements dans les CFD. CFD, ça veut dire Contract for Difference. Ce sont des produits financiers qui sont, si je puis dire, extrêmement dangereux parce qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle des effets de bras de levier. C'est-à-dire que quand vous gagnez beaucoup, mais quand vous perdez beaucoup. Et donc, comme tout le monde, j'avais entendu parler comme quoi l'or allait beaucoup augmenter. Donc, je me suis dit, normalement, je devrais pouvoir gagner beaucoup sur l'or. Or, il n'en a pas été. Et je me suis posé la question. En plus de cela, donc, je suis un fidèle auditeur de Pierre Jovanovic, que tout le monde ici connaît bien. Et Pierre Jovanovic, ainsi que le site Liésé, ont apporté des éléments qui me permettaient de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à gagner sur l'or. Et en fait, je pense avoir découvert une arnaque absolument incroyable. Alors, je vais vous décrire tout d'abord cette arnaque avant de vous parler de la solution de la fin de la crise. Alors, pour que le sujet soit plaisant, je vais parler de cette arnaque sous la forme d'une, on va dire, d'une petite anecdote imaginaire. Alors, supposons un banquier et que ce banquier est propriétaire d'un lingot d'or. Alors, avant de continuer, je voudrais savoir si tout le monde me reçoit bien. Écoute, de notre côté, aucun problème, on t'entend bien. Parfait, alors je continue. Alors, supposons un banquier, un tout petit banquier, qui est propriétaire d'un lingot d'or, un seul. Et puis, on va supposer qu'il se décide à le vendre. Alors, il va passer une annonce en mettant dessus « Vend lingot d'or ». Et on va supposer qu'un premier client va se présenter à son guichet et va lui dire qu'il est intéressé par son lingot d'or. Alors le banquier va lui répondre comme quoi, eh bien, il va lui vendre son lingot 60 000 euros le cours du jour. Et le client va dire oui, j'accepte. Et à ce moment-là, donc, le banquier lui dit ok, je vous vends mon lingot d'or. Et puis le client dit au banquier écoutez, 60 000 euros, c'est une grosse somme. Excusez-moi, c'est une grosse somme.
et j'ai peur de me le faire voler dès que je vais sortir de votre établissement. Alors, trop faire. Et le banquier lui répond, écoutez, ce n'est pas un problème. Ce que je vais faire, je vais vous faire un certificat comme quoi vous êtes propriétaire de ce lingot d'or. Et vous pourrez à tout moment échanger ce certificat contre le lingot. Alors le client est tout de suite rassuré et puis il dit, bon, d'accord. Et le banquier va rédiger donc ce certificat. Mais il va faire une petite chose, il va mettre une petite clause, toute petite, en indiquant comme quoi il peut payer ce certificat contre le montant du lingot d'or et non pas par le lingot d'or lui-même. Vous allez me dire, bon, ça ne change pas grand-chose. Apparemment, non, mais on peut voir que les choses vont progresser. Donc, il fait ce certificat et il remet ce certificat au client. Le client qui s'en va, tout content d'avoir acheté donc ce lingot d'or. Tout le monde est content, le client est rassuré, il a son lingot d'or. En plus, le lingot reste gratuitement chez le banquier, donc il est rassuré. Et le banquier, ben lui, il est doublement content parce qu'il a toujours gardé son lingot d'or. Et en plus, il vient de recevoir 60 000 euros. Donc, les deux parties sont contents. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien de particulier, si ce n'est cette petite clause, comme quoi le banquier peut payer le certificat non pas avec le lingot lui-même, mais avec de l'argent liquide. Ensuite, on va supposer 1 heure plus tard, il arrive un deuxième client. Le deuxième client qui arrive face donc au banquier et qui lui dit qu'il est lui aussi intéressé par le lingot d'or. Alors le banquier normalement devrait lui dire « Ah, je suis désolé, le lingot a été vendu ». Mais le banquier a quand même certaines petites idées derrière la tête. Il va lui dire « Ben oui, pas de problème, mais si je vous le vends avec un titre, exactement comme le premier client ». Alors vous allez me dire, bon, mais ça commence déjà à être une sacrée arnaque. Ben, ça n'est une sans en être vraiment une, puisqu'il leur propose, éventuellement, s'ils veulent retirer le lingot et qu'il ne l'a plus, de les payer en liquide. Donc, il n'y a pas pour l'instant de l'arnaque. Donc, pareil, il va faire un certificat indiquant comme quoi il est le possesseur du lingot d'or. Et donc, le deuxième client, lui aussi, va s'en aller rassuré, content d'avoir acheté un lingot d'or qui reste en sécurité chez le banquier. Vous noterez au passage que le banquier, sans faire le moindre petit effort, eh bien, il est non seulement possesseur du lingot d'or, mais en plus, il vient de recevoir 2 fois 60 000 euros. Avouez que c'est quand même intéressant. Maintenant, supposons que les deux clients se rencontrent et qu'ils s'échangent donc des informations. Ils vont tout de suite voir qu'ils se sont fait un petit peu entrelouper. Et lorsqu'ils vont venir réclamer le lingot, eh bien, il va éventuellement donner le lingot à un des deux et à l'autre, il va donner de l'argent. Donc, légalement parlant, on n'a rien véritablement à reprocher au banquier. Vous noterez qu'il s'agit d'une sorte de, on va dire, de petit mensonge, de petite arnaque. Il n'y a pas une vraie arnaque. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de véritablement lésé dans cette histoire. Voilà donc la première étape qui est franchie. Maintenant, on fera une deuxième étape qui est un petit peu plus tordue. On va supposer que notre banquier est quelqu'un du monde, qu'il a un carnet mondain qui est bien rempli, et un soir, il invite à dîner chez lui le législateur, un député par exemple. Et il va dire au député, bon voilà, j'aimerais que tu me fasses passer une loi, ce serait vraiment sympa de ta part. Tu vois, en fait, je propose à la vente des lingots d'or, mais je propose aussi des titres qui représentent ce lingot. En fait, ces titres, c'est un peu comme si c'était un lingot. Alors, est-ce que tu pourrais pas faire passer une loi qui officialise comme quoi les lingots peuvent se présenter sous forme de titres papier?
On va supposer que notre député est quelqu'un de très gentil, de très compréhensif. Il va lui dire d'accord. Et il va faire passer une loi disant comme quoi le lingot peut se présenter sous forme métal, mais il peut se présenter sous forme de titre. Alors apparemment, ça ne change pas grand-chose, puisque ce ne sont que des définitions. Mais les conséquences de ces définitions sont désormais très très lourdes. Pourquoi? Parce que désormais, officiellement, nous n'avons pas un lingot d'or, mais nous en avons trois. Nous avons un lingot d'or physique et nous avons deux lingots d'or virtuels, si je puis dire. Mais ces lingots, légalement parlant, ils existent. Et c'est ça qui change tout. Alors je continue un petit peu plus loin ma démonstration. Supposons maintenant que le cours de l'or augmente. Désormais, le lingot d'or, il n'est plus à 60 000 euros, mais il est à 100 000 euros. Donc, il a augmenté de 40 000 euros. À ce moment, notre banquier, il est très mal. Parce que si les détenteurs de titres reviennent et réclament non pas le lingot, mais l'argent du lingot, ce qui est possible, puisqu'ils ont lu la petite clause comme quoi le titre peut être échangé à son équivalent financier. Et à ce moment-là, donc, notre banquier, il doit, à ce moment-là, notre banquier, il doit 80 000 euros de plus, c'est-à-dire 40 000 euros à chacun des possesseurs de titres. Alors, comment sortir de ce traquenard? Eh bien, il y a une solution qui est assez machiavélique. On va supposer que notre banquier, dans son carnet mondain, a aussi le gouverneur de la banque centrale. Et on va supposer un soir, il le reçoit à dîner chez lui, comme il avait reçu le député, et puis s'instaure entre les deux une discussion un petit peu surréaliste. Le banquier va demander au gouverneur si ça va bien, et le gouverneur va lui faire part de ses inquiétudes. Il va dire, ah ben là, ces derniers temps, l'or il a augmenté, c'est-à-dire que la monnaie a perdu de sa valeur, et le président de la République, il n'est pas content du tout. Il m'a téléphoné dernièrement, et il est content que la monnaie ait perdu de la valeur. À ce moment-là, le banquier, il va dire au gouverneur, attends, écoute, j'ai peut-être une idée qui va nous arranger tous les deux. Toi, le gouverneur, tu peux imprimer des billets, tu peux créer de la monnaie. Ben oui. Mais moi, banquier, je peux créer de l'or. Il me suffit de représente l'unique lingot que j'ai dans mes coffres. Et si tu achetais mes faux lingots avec ton faux argent, et si tu achetais ces faux lingots à un prix bien plus bas que le prix du marché, étant donné que ces faux lingots sont pris en compte dans le calcul du cours de l'or, automatiquement, ça va faire baisser le cours de l'or. Vous voyez l'entourloupe? Est-ce que tout le monde m'a bien suivi jusqu'à présent? Anthony, tout le monde m'a bien reçu là? Oui, oui, on t'écoute, Jean-Luc. Seulement là, pour l'instant, il y a encore la partie conférence. Après, si tu veux interagir avec l'auditeur, ce sera dans la partie débat. D'accord, mais là c'était pour bien savoir si techniquement tout s'était bien passé. Voilà. Donc, vous voyez où se situe donc l'arnaque. L'arnaque se situe au fait qu'on va créer du faux or, qu'on va faire acheter avec du faux argent, mais qui rentre en ligne de compte dans le calcul du vrai cours de l'or. Alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre premier client, il a acheté son titre 60 000 euros. Mais avec cette astuce, eh bien, son titre, il ne vaut plus 60 000 euros, mais il n'en vaut plus que 40 000, par exemple. Pourquoi? Parce que notre banquier aura vendu son faux or au gouverneur, l'équivalent de 10 000 euros chaque titre. Vous voyez? Et on peut renouveler l'opération autant qu'on veut, puisque tout est bidon, tout est faux. Donc, le client est arnaqué.
Arnaquer en ce sens qu'on va lui diminuer artificiellement la valeur de son titre, alors que son titre, il vaudrait normalement 100 000 euros. Et que, en fait, quand il va arriver chez le banquier, il ne pourra en tirer que 40 000. Déjà, on voit une grosse arnaque. Mais on va plus loin. Le banquier, c'est lui qui est aux manettes. S'il veut faire baisser le cours de l'or, pas de problème. Il crée du faux or qu'il vend au gouverneur. À ce moment-là, le banquier, il sait à l'avance quels vont être les cours de l'or, puisque c'est lui qui le décide en créant du faux or. Vous voyez l'astuce? Donc, notre banquier, il va par exemple acheter des actions dans les mines d'or, et puis il va laisser faire. Le cours de l'or monter. Donc, il va gagner sur le cours des actions qui montent. Et puis, au moment où monsieur aura décidé de faire baisser l'or, il va miser à la baisse, c'est-à-dire qu'il va vendre les actions des mines d'or à découvert. Il va vendre au gouverneur son faux or avec du faux argent, ce qui va artificiellement baisser le cours, et donc il va gagner à la baisse sur les actions des mines d'or. Et monsieur tout le monde qui lui aura acheté des actions dans les mines d'or pensant que les actions allaient augmenter, eh bien va voir donc son portefeuille diminuer. Donc nous avons deux catégories de gens qui se font arnaquer, ceux qui ont eu le malheur d'acheter les titres et ceux qui ont eu le malheur de faire des placements misant sur l'or. Voilà. Mais ce n'est pas fini. On peut pousser l'arnaque plus loin encore. Que vous-même, vous n'avez pas acheté de l'or en titre et vous n'avez pas placé dans les mines d'or, par exemple. Donc, en fait, vous n'êtes pas fait arnaquer. Ça, rien de moins sûr. Absolument rien de moins sûr. Pourquoi? Mais parce que notre gouverneur, il a acheté donc du faux or avec du faux argent. Mais cet argent, il est quand même utilisable. Donc, ce qui fait que notre banquier, il a eu une rentrée d'argent. Vous êtes bien d'accord avec moi? Cet argent, il peut le placer. Et il peut le placer, par exemple, à acheter des matières premières. Et en achetant des matières premières, il va faire monter les cours. Et donc, il va pouvoir gagner donc, sur la montée des cours des matières premières. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir alimenter une première arnaque, une deuxième arnaque, grâce à l'argent qui provient de la première arnaque. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien, vous savez que, parce que bien entendu, cela génère de l'inflation. Et quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien, vous savez que vous payez une partie de vos courses au banquier, puisque vos courses ont augmenté en prix du montant de ce que lui a permis l'argent qui provient donc de l'arnaque sur l'or. Est-ce que tout le monde comprend donc ce que j'ai voulu dire jusqu'à présent? Oui, c'est bon. Ok, merci bien. Donc, alors, là, inutile de vous dire que l'arnaque de ou les histoires des subprimes, c'est rien du tout. Parce que là, l'arnaque est carrément mondiale à ce niveau-là. C'est ça que je voulais bien faire prendre comprendre. Pardon, c'est là que je voulais faire prendre conscience. Ça se chiffre cette fois en centaines de milliards de dollars. Et notre banquier gagne à coup sûr, parce que c'est lui qui tient la manette. Donc, alors, certains en ce moment doivent rougir, certains en ce moment doivent être verts de rage. Comment faire? Parce que tout est légal dans cette histoire-là. En plus, nous sommes en France, cela se passe aux États-Unis. Comment arriver à contrer un tel système? C'est là toute la difficulté. Alors, sur ce point-là, j'ai une solution à proposer. Tout d'abord, manifester, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que déjà, tout est légal. Et puis, comme je le dis dans mon site, le fait de manifester, vous êtes automatiquement taxé de perturbateur du système, de quelqu'un qui cherche à en faire le moins possible. Donc, c'est pour ça que moi je dis que les manifestations ne servent à rien.
Ensuite, il est proposé comme solution, le 15 de ce mois, de vider les comptes en banque. Ça, déjà, je trouve que c'est un peu mieux. Seulement, il y a une difficulté à cette solution. C'est que les gens ne vont pas oser sortir leur argent. Ils ne vont pas oser parce qu'ils espèrent toujours que les choses vont s'améliorer. Et si vous leur dites, non, ne laissez pas votre argent, ils vont se sentir pris en otage en quelque sorte. Ils ne vont pas oser, ils ont peur. Alors, comment faire en sorte d'aider à aller peur? C'est ça la grande question. Déjà, il y a une première solution, c'est celle qui est proposée par Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, il dit, il explique, il réexplique, il informe tout le temps, et puis il invite tout le temps les gens à aller acheter de l'or. Et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, avec cette solution, il peut vider son compte en banque, il peut acheter de l'or quand il veut. Et on lui laisse le choix, on lui laisse la liberté. Et on lui explique, on lui réexplique tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit rassuré et qu'il comprenne bien. C'est cela la solution. C'est avant tout psychologique pour pouvoir y arriver. C'est ça que je voudrais bien faire comprendre. Alors maintenant, quelle solution je propose moi-même? Un tout petit instant, je revérifie sur mon site. Alors, il faut savoir d'abord comment s'est construit le pouvoir. C'est ça qui est important. Alors, le pouvoir... Jean-Luc, là, on t'entend plus. Je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Non, non, pas du tout. C'est moi qui étais en train d'arranger les fenêtres sur mon écran pour pouvoir vous expliquer. Alors, sur mon site, j'explique que la stratégie se résume en fait à quelque chose de très simple. Comment est-ce que les banquiers ont pris le pouvoir sur les individus? Ils ont pris le pouvoir en complexifiant le système pour le rendre non maîtrisable pour les non-initiés et ensuite imposer l'utilisation de ce système au travers de lois. Voilà, voilà comment c'est fait pour moi le pouvoir des banquiers sur Monsieur le Monde. Il a en fait créé un système volontairement compliqué pour qu'on ne puisse pas s'y retrouver, et ensuite des lois qui obligent à utiliser ce système. Par exemple, si vous gagnez plus de 1 500 € par mois, vous êtes obligé d'avoir un compte en banque. Alors, ensuite j'explique. En somme, les oligarques, j'entends par là ceux qui ont la connaissance du système économique et l'utilisent à mauvais escient, sont les pirates de notre système économique. Je dis que l'oligarque est à l'économie, ce que le pirate est à l'informatique. Il peut pénétrer le système pour en profiter, voire le contrôler et s'enrichir par tromperie ou manipulation. Donc, c'est par ces deux biais-là, c'est-à-dire la complexité du système et l'obligation d'utiliser ce système, que le banquier peut s'enrichir. Et pour ça, je fais un parallèle avec le feu. Vous avez le feu dans une maison. Le feu, il est issu de quoi? Il est issu du carburant, du comburant et de la chaleur. Si vous supprimez un des trois paramètres, c'est comme vous éteignez le feu. Bien là, le système, il est basé sur sa complexité et sur son obligation d'utilisation. Si vous supprimez un des deux paramètres, alors vous supprimez le système. C'est cette théorie-là qu'il faut bien comprendre. Alors, on va étudier chacune des deux solutions. Première solution, rendre le système obligatoire. Alors, il faut savoir que les banquiers, ça fait des années et des années qu'ils travaillent à rendre leur système obligatoire. Et donc, arriver à contredire cela est très difficile, parce que ça a été parfaitement verrouillé pendant des années. Donc, on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'une seule solution, c'est supprimer la complexité du système. C'est-à-dire faire en sorte que le système devienne simple et compréhensible pour tout le monde. Alors, c'est ce que j'explique sur mon site. Donc, nous en déduisons que supprimer la complexité du système est la seule voie
qui permettent de l'atteindre efficacement. En résumé, rendez l'économie plus compréhensible pour tout le monde et vous combattez la racine du mal. Le commun des mortels doit se réapproprier l'économie. Alors, un des aspects de la complexité est de la virtualisation de l'économie. Nous ne payons plus en argent réel, mais en monnaie virtuelle. L'argent n'est plus que des écritures électroniques. Alors ça, c'est très, très, très important. Ça veut dire que nous sommes partis d'une économie réelle pour arriver à une économie virtuelle. Je signale que cette économie virtuelle est arrivée bien avant l'arrivée de l'informatique. C'est-à-dire qu'on est passé d'une économie réelle à une économie virtuelle à partir du moment où on est passé de la monnaie sous forme de pièces à la monnaie scripturale. Et ensuite, nous sommes passés de l'économie virtuelle à une économie fausse. Tous les chiffres actuellement qu'on nous présente sont faux. Le cours de l'or, je viens de vous l'expliquer, est archi faux. Le produit intérieur brut est faux. Les chiffres du chômage sont faux. Absolument tout est faux dans notre société. Donc, nous sommes passés, je répète, de l'économie réelle à l'économie virtuelle et de l'économie virtuelle à l'économie fausse. Et c'est ce que j'avais expliqué sur Facebook d'Alain Soral. J'ai dit, supposons que vous soyez dans un avion aux commandes et puis vous rentrez dans un nuage. Vous n'avez aucune visibilité. Donc, vous allez vous fier aux instruments. Et supposons maintenant que tous vos instruments deviennent faux. C'est le crash automatique. Et bien, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est l'économie fausse qui est en train de générer crash sur crash que nous vivons donc ces derniers temps. Et ça ne peut aller que de mal en pire tant que les informations seront fausses. Voilà. Alors maintenant, la simplification peut être illusoire. Vous allez sans doute me dire que le système virtuel est très simple. Par exemple, les courses au supermarché se règlent très facilement d'un simple code à partir de sa carte bleue. Certes, pour l'utilisateur final, c'est très simple. Ça cache une très grande complexité. En effet, pour arriver à une telle simplicité, il faut mettre en œuvre une gigantesque organisation et un énorme outil informatique. Et elle est là, la complexité. Essayez de faire concurrence à ces systèmes et vous percevrez immédiatement sur quoi repose le pouvoir actuel. Donc, en fait, ce que je propose comme solution, c'est de revenir à une économie réelle. À partir du moment où vous revenez à une économie réelle, vous revenez à des chiffres qui sont vrais et vous sortez de la crise. C'est aussi simple que ça. Donc, comment faire pour revenir à une économie réelle? C'est là toute la discussion de ce soir. Donc, créer une monnaie réelle aboutira forcément à la recréation d'une économie réelle maîtrisée par tous et le retour naturel à la démocratie sans besoin de manifestations ou de guerre civile. Si la macroéconomie influence la microéconomie, l'inverse peut être tout aussi vrai et c'est ça que je vous propose. En créant une microéconomie réelle, son augmentation de taille va automatiquement et naturellement réduire jusqu'à l'extinction la macroéconomie virtuelle. En fait, c'est un système vivant qui prend la place d'un autre. En somme, on appliquerait une loi de la nature. Est-ce que vous m'entendez tous? Anthony? Tout à fait, Jean-Luc, tout marche bien. Pour l'instant, on a gardé les micros coupés pour tout le monde en attendant que tu finisses ton exposé, mais tout le monde te suit, tout le monde t'entend. Enfin, vous voyez, c'est ça que je propose. C'est de dire, eh bien, temporairement, nous allons revenir à une économie réelle, à une économie comme il y a plusieurs siècles, je puis dire, où on payait tout en liquide. Or, quoi de mieux que l'or pour pouvoir recréer une économie réelle? Et c'est ça que je propose. Parce que l'or, il a quand même deux qualités. La première qualité, c'est qu'il est inaltérable. C'est-à-dire qu'il ne s'oxyde pas, il garde sa valeur dans le temps. En plus, il est réutilisable à volonté. Il a aussi une autre qualité qui est à l'origine un défaut, c'est qu'il est rare. Et tant qu'il est rare,
il aura de la valeur. Donc, ce que je propose, c'est de revenir à la monnaie or, comme autrefois. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'économie virtuelle, mais je tiens à ce que cette économie virtuelle soit recréée avec l'approbation de tous. C'est-à-dire que l'économie virtuelle doit être la résultante d'un travail collectif où chacun apporte sa part. C'est ça qui est capital. Or, aujourd'hui, on vous a imposé l'euro, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et c'est là que le pouvoir économique a été volé. C'est ça que je veux bien faire comprendre. Et donc, si au lieu de payer en euros ou en dollars ou en quoi que ce soit d'autre, on payait en or, on payait une économie réelle saine. Ça veut dire que dans notre avion, tous les instruments reviennent avec des chiffres vrais et vous pouvez à nouveau piloter votre avion. C'est ça que je veux bien faire comprendre. Et vous savez, je n'invente rien. Vous prenez aux États-Unis, certains États comme l'Utah, par exemple, a très bien compris cela. Et c'est pour ça que dans l'État de l'Utah, vous pouvez très bien payer votre baguette de pain avec de l'or. C'est-à-dire qu'ils ont déjà compris, eux, avant moi, vous voyez, je n'invente rien, comme quoi il faut revenir à une économie réelle. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Bien entendu, en France, de telles informations sont soigneusement censurées. Donc, ça veut dire qu'il nous faut pouvoir utiliser une monnaie or. Or là, on se heurte à un problème purement pratique, extrêmement simple. C'est que, supposons que vous ayez acheté de l'or. Vous avez acheté, par exemple, des petits Napoléons. Un Napoléon qui fait, par exemple, 3 grammes d'or. Vous vous présentez à votre boulangerie pour acheter une baguette de pain. Là, vous heurtez à un gros problème. C'est que votre pièce vaut bien plus que la baguette. Donc, on a affaire à un problème qui est purement pratique. En fait, il nous faut une monnaie qui puisse être utilisable dans la pratique. C'est là toute la difficulté. Donc, on s'aperçoit que pour arriver à créer une économie réelle, nous devons arriver à résoudre un problème réel, c'est-à-dire rendre l'or utilisable pour des petits achats. C'est un problème purement pratique, ergonomique. Alors j'avais pensé à une première solution, c'était de fabriquer des pièces en inox, le métal inox, et solide. Et dans cette pièce inox, on va creuser donc une toute petite cuvette, et dans cette cuvette, on va y mettre un petit peu d'or. Ce qui fait qu'on peut, comme cela, diminuer la quantité d'or sur la pièce. Et cette fois, au lieu de payer en euros ou en dollars, vous allez payer en grammes d'or. Par exemple, vous allez acheter votre baguette, vous allez l'acheter, par exemple, 20 mg d'or. Vous allez acheter votre chewing-gum, 5 mg d'or. Vous voyez, l'unité, c'est en fait le poids en or. Et donc, on va subdiviser l'or sur des pièces en inox de façon à diminuer, si je puis dire, la valeur de la pièce pour qu'elle puisse être utilisable dans la pratique. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Alors, je vois, et pourquoi pas la monnaie argent? Alors, l'argent, je veux bien. Il y a quand même un petit problème. C'est que si on introduit l'argent en plus de l'or, on va complexifier les systèmes. Or, justement, on s'est rendu compte que une des grandes causes de la crise, c'est que le système est complexe. Donc, en introduisant l'argent, on introduit une deuxième parité. En plus, l'argent est très utilisé, par exemple, par les constructeurs automobiles pour fabriquer des batteries, des choses comme ça. Donc, il ne faudrait quand même pas pénaliser les emplois qui utilisent de l'argent. Alors ça, c'est un débat. Pourquoi par l'argent? Je dis peut-être pourquoi pas, qui sait. C'est un débat à ouvrir, ce n'est pas quelque chose que moi je peux décider. Moi, je ne suis pas là pour décider, je suis là pour proposer. Je vous explique donc des choses théoriques, je vous donne des solutions pratiques. Maintenant, l'adoption de ces solutions, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle. Là, je dépasserai mes prérogatives au niveau démocratique. C'est ça que je vais expliquer aussi. Donc, la première solution que j'avais proposée, c'était
Donc, une pièce en inox avec une cuvette dans laquelle on met un certain dosage d'or. Et sur la pièce en inox, on frappe la quantité d'or qu'il y a dans la cuvette. Et on utilise ensuite ces pièces en inox pour faire ses courses, normalement, tout simplement. Alors, la grande difficulté, c'est que ces pièces peuvent être faussées. C'est-à-dire qu'un voleur, par exemple, il pourrait très bien passer un petit coup de fraiseur dans la cuvette et prélever une partie de l'or dans la cuvette. Et à ce moment-là, on diminue et on crée en fait une fausse pièce. Alors, comment arriver à contourner ce problème? Alors, j'avais pensé à une solution. À l'origine, j'étais informaticien. C'est de créer une puce électronique. Et dans cette puce, on va encoder la quantité d'or qui est sur la pièce. Et ensuite, on va coller avec une colle très forte l'or sur la puce, de telle façon que on ne puisse pas retirer de l'or sans détruire la puce. Et ensuite, cette puce, on la met avec sa pastille d'or, on la noie dans une pièce en plastique transparent, suffisamment solide, pour pouvoir l'utiliser dans la pratique. Alors, le gros avantage de cette méthode-là, c'est que ça devient infalsifiable. Alors, attention, la puce est là simplement pour certifier la quantité d'or qui est dans la pièce. C'est tout, rien d'autre. En aucun cas, elle ne doit servir à enregistrer qui est le possesseur de la pièce. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable, à mon avis, que la monnaie soit absolument anonyme. À partir du moment où vous identifiez le possesseur de la monnaie, vous exercez un certain pouvoir, et alors là, on touche à la démocratie. Donc, la puce est là seulement et uniquement pour l'authentification de la pièce elle-même, indépendamment de son possesseur, et de la quantité d'or qui lui est collée dessus. C'est tout, rien d'autre. Ça, c'est absolument capital, à mon avis. Voilà. Alors, voilà donc la solution que je propose. Alors, si certains sont intéressés, eh bien, pourquoi pas se voir et réfléchir ensemble, parce que pour l'instant, c'est un avant-projet. Alors, reste à nous voir, à réfléchir tous ensemble pour que cet avant-projet puisse devenir un projet. Et donc, ça veut dire que, eh bien, nous ferions nos courses avec des grammes d'or, tout simplement. Alors maintenant, je voudrais introduire une nouvelle petite notion théorique. Est-ce que parmi vous, il y a des commerçants ou des artisans ou des professions libérales, je veux dire des gens qui ont une entreprise individuelle? Alors je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont en quelque sorte chefs d'entreprise individuelle. À cela, je voudrais m'adresser solennellement, parce que c'est vous qui êtes le vrai pouvoir économique. Et vous seul, ça c'est capital. Parce que à vous les artisans, à vous les commerçants, on vous a volé le pouvoir. Et votre pouvoir économique est aussi un pouvoir démocratique, parce que comme il est subdivisé entre vous, c'est par définition de la démocratie. Donc je dis que l'économie réelle ne pourra redémarrer qu'au travers des artisans, des commerçants, de toutes les professions individuelles. C'est ça que je veux dire, qui est très important. Donc là, je lance un appel à tous ceux qui ont des professions libérales pour leur demander s'ils seraient d'accord pour recevoir des clients pour accepter donc la monnaie or. Voilà, tout simplement. Alors voilà, j'ai fait un rapide tour de ce qui me semble important, de ce que je voulais vous communiquer ce soir. Alors, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Alors là, je vois une RFID. Alors j'y ai pensé à la RFID. La RFID, elle a quand même un gros inconvénient, c'est qu'elle est mesurable à distance. Alors c'est une qualité, mais c'est aussi un inconvénient. Ça veut dire qu'on pourrait traquer quelqu'un qui a de la monnaie dans sa poche. Mieux, on pourrait même savoir combien est-ce qu'il a de monnaie dans sa poche. Donc je pense que la RFID n'est pas forcément une bonne chose. Je préfère encore une puce à contact électrique.
Alors, mais l'or, on le trouve. Jean-Luc, est-ce que tu as terminé ton exposé? Auquel cas, je vais rouvrir les micros pour que les gens puissent peut-être te poser leurs questions directement à l'oral. Oui, oui, tu peux ouvrir les micros, je suis à leur disposition, il n'y a pas de problème. Très bien, bah écoute, je te remercie pour cet exposé très intéressant, très clair. Peut-être quelques parties un petit peu plus complexes que les autres, mais dans l'ensemble, c'était clair. Donc je propose à nos auditeurs, maintenant que les micros sont réouverts, bah, de prendre la parole. Si vous avez besoin d'un complément d'information, si vous avez des questions à poser, si vous voulez des précisions sur ce qui a été dit et que vous n'auriez pas compris, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que des gens idiots, comme on dit. Je vous laisse la parole. Alors, comme je le dis sur le site, vous ne trouverez pas d'or chez votre banquier. Ça paraît peut-être assez incroyable, mais quand moi j'ai voulu acheter ma première pièce d'or, eh bien, mon banquier m'a dit, mais nous n'avons pas ça. Et vous n'en trouverez pas non plus à la Banque de France. Encore plus fort, j'ai essayé d'en avoir à la monnaie de Pessac, eh bien, même à la monnaie, il ne pouvait pas m'en avoir. Et en fait, il a fallu que j'aille chez un numismate. Voilà. Donc, si vous voulez acheter de l'or, allez chez votre numismate. Alors, c'est pour cela que j'incite tous les gens à acheter de l'or. Parce qu'en achetant de l'or, premièrement, vous diminuez la quantité d'or. Ça veut dire que les banquiers qui ont émis des titres sont de plus en plus mal. Parce que leurs titres valent de moins en moins. Comprenez? Maintenant, on a vu que ces titres, c'est complètement bidon puisqu'ils sont achetés par de la fausse monnaie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, achetez de l'or. Comme ça, vous vous prémunissez contre la crise. Et en plus, en achetant de l'or, vous êtes en train de préparer cette fameuse monnaie. Vous comprenez? Donc, allez-y. Ouais, en attendant, c'est peut-être moi qui vais poser la première question. Euh, Parce que, comment dire, moi je suis un petit peu, je suis pas toujours convaincu par l'or. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent d'acheter de l'or, mais je constate quand même qu'il y a des pays, par exemple les États-Unis lors de l'entre-deux-guerres, où Roosevelt a réquisitionné tout l'or des Américains et où il devenait illégal de posséder de l'or. Ils devaient ramener leur or pour l'État. Donc, est-ce que l'or est vraiment si protecteur que ça, dans le sens où je ne vois pas ce qui empêcherait un gouvernement tout d'un coup de dire réquisition de tout l'or des Français dans l'intérêt national, etc. etc. Est-ce que ce scénario, tu l'as envisagé et qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme je le dis sur mon site, vous avez vu que jusqu'à présent, toutes les solutions qui sont proposées consistent à aller, si je puis dire, attaquer les banquiers. Nous allons faire des manifestations, nous allons retirer l'argent, etc., etc. C'est-à-dire que c'est à vous, à être l'acteur, d'aller chercher le banquier, si je puis dire. Tandis que la solution que je propose, c'est le banquier, on s'en fout. On s'en fout complètement. Nous allons créer notre propre microéconomie entre nous, et si les gens, ça leur plaît, eh bien, cette microéconomie va enfler, 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 jusqu'à prendre la place de l'autre. C'est ça le principe de base. C'est-à-dire que la réussite des techniques actuelles consiste à faire en sorte de renverser le banquier, tandis que dans ma solution, la technique consiste à faire les choses seulement entre nous. Voilà, on n'a pas besoin d'eux. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce que l'or a de la valeur? Ben, je l'ai dit, il a de la valeur tout simplement parce qu'il est rare. Et tant qu'il sera rare, on sera sauvé. Le pire, c'est qu'un jour, dans une mine d'or, on trouve une gigantesque pépite qui fasse par exemple 10 000 tonnes. Alors là, ce serait la catastrophe. Pourquoi? Parce que le prix de l'or perdrait de sa valeur, et c'est justement sa valeur de rareté qui fait que on peut s'en sortir. Oui, mais si je peux me permettre, tu ne réponds pas vraiment à ma question. Qu'est-ce qui se passerait si le gouvernement, tout à coup, réquisitionnait l'or des Français? Eh bien justement, ça veut dire que là, ce sont les banquiers qui sont obligés de nous attaquer. Mais à ce moment-là, mais qu'est-ce que nous faisons de mal, nous? Nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes pas allés les chercher, on n'était pas allés les embêter. C'est-à-dire que si un gouvernement décidait ça, mais c'est quelque chose qui est démocratiquement illégal, et ça se verrait tout de suite pour tous les Français. Oui, pour
rebondir sur les interrogations d'Anthony. Là, j'ai vu, c'est chaud bouillant, ça date il y a pas longtemps, c'est tombé quelques jours. À partir du 1er septembre, il y a une loi qui a été votée en France, visiblement, pour interdire l'achat d'or en espèces. Donc on peut imaginer que c'est pour que ce soit c'est pour que l'achat d'or soit tout le temps traçable, puisqu'on peut acheter de l'or maintenant que en chèque ou en carte bleue. Et donc, du coup, ça, voilà, c'est ça, c'est pour bien répertorier qui a l'or, et si jamais ils veulent nous le rafler, comme disait Anthony, comme ça s'est passé en 40 aux USA, bah, ce sera évidemment beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que ça tendrait quand même à attester le fait que le gouvernement enfin, s'il est très réactif là-dessus, parce que j'ai vu que la loi devait passer normalement pas avant 2012, et ils ont fait du forcing pour la passer. Donc effectivement, ça tendrait à attester le fait que ils veulent contrôler les j'adore, et donc finalement c'est peut-être une valeur refuge qui a du sens. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la première étape pour empêcher les gens d'utiliser de l'or. C'est la preuve que ma solution est efficace. Mais vous savez, je pense que si Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ont eu des soucis, c'est parce que ils voulaient arriver à se passer du dollar. Parce que vous vous souvenez de l'arnaque que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, cette arnaque, elle est basée sur le faux argent. En l'occurrence, aujourd'hui, le faux argent, c'est le dollar. Donc, ça veut dire que si le dollar n'existe plus, eh bien, les banquiers sont du jour au lendemain ruinés. Ils sont à la rue. C'est ça que je veux dire. Plus de dollars, plus de banquiers. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on en est rendu à ce stade-là. Oui, Jean-Luc, exposé très intéressant. Euh, je regardais l'autre jour une vidéo d'une interview de James Stark euh, où l'analyste disait que en possédant de l'or, les particuliers devaient redevenir leur propre banque centrale. Mais le problème, c'est après, comment recréer nos propres banques via, par exemple, votre idée de pièce en inox. Alors, là aussi, je vous ai dit que dans certains États des États-Unis, ils sont déjà passés au standard or. Et figurez-vous que ce que nous en sommes en train de discuter, eux, ils l'ont déjà résolu. Ils sont en avance par rapport à nous. Alors, bien sûr, certains parmi vous se disent, ah, moi, je vais me faire voler. Alors là aussi, je l'explique dans le site. Vous avez le choix entre peut-être vous le faire voler illégalement, ou peut-être ou sûrement vous le faire voler légalement. Donc, il vaut mieux encore avoir l'or chez soi. Il a moins de risques chez vous. Mais aux États-Unis, je vous signale une chose, j'ai lu certains articles qui sont très intéressants. Les gens, monsieur tout le monde, sont en train de se constituer leur propre banque, mais une banque qui n'a rien à voir avec les banques classiques. C'est-à-dire que ces banques, ils prennent un lieu, dans ce lieu, ils mettent des coffres, et chaque personne a son coffre. Et les gens montent la garde sur ce lieu-là, à tour de rôle. C'est-à-dire que monsieur tout le monde est son propre banquier, et il va donc garder à la fois donc son trésor à lui et aussi le trésor des autres. Ils sont organisés comme cela. Ça aussi, c'est parfaitement censuré dans notre pays. La banque doit être quelque chose de démocratique. La banque n'est pas un lieu de production. Une banque, ça ne fabrique pas des tracteurs, ça ne fabrique pas des voitures, ça ne fait pas pousser des légumes. Une banque, c'est un lieu de transition, si je puis dire. Elle ne produit rien. Donc, pour moi, une banque devrait être forcément une association et rien d'autre. Association publique, donc, du coup? C'est-à-dire sous contrôle de l'État? Je ne sais pas, pas forcément. Là aussi, je ne sais pas. C'est quelque chose dont on doit réfléchir tous ensemble. On doit en discuter. Moi, je pense qu'il faut qu'on se voit de temps en temps, virtuellement, comme nous faisons là, mais aussi réellement, pour que tous ensemble réfléchissent. Et aussi, on n'a pas besoin du gouvernement, on n'a pas besoin des banquiers, on peut faire cela entre nous, tout simplement. Moi, si tu permets, j'aurais aimé faire une remarque en fait, parce que sur le début de ton exposé, là, sur l'or papier,
ça prouve vraiment en fait que l'argent, là, les billets qu'on a dans la poche, en fait, ne valent plus rien. Parce que si on regarde un peu le système de la création monétaire au début, en regardant par exemple l'argent d'aide de Paul Grignon, ou en écoutant Étienne Chouard qui parle de ça et qu'on recevra sans doute bientôt ici, euh, en fait au début c'est exactement le système que tu as décrit pour leur papier. C'est-à-dire les gens ont de l'or, bon, il y a une banque qui se crée pour conserver leur or, pour pas qu'ils le gardent chez eux. En échange, on leur donne des billets qui sont acceptés par tous, et puis le banquier se rend compte que tout le monde ne vient pas chercher son or en même temps, donc il se permet de prêter plus d'argent qu'il n'a vraiment d'or dans ses caisses, etc., etc. Donc en fait, le principe de leur papier actuel, c'est le principe de l'argent au départ. Donc c'est assez marrant qu'ils reviennent quelque part à ça, et que... parce que Absolument, ouais, bah, je te laisse absolument. la parole. Oui, oui, tout à fait. En fait, ils ont repris en quelque sorte le principe du faux argent pour l'appliquer au faux or. Et on arrive à des arnaques qui sont gigantesques. Donc il faut recréer une économie réelle. Mais comment peut-on prêter quelque chose qu'on n'a pas? C'est pas possible. Même un collégien vous dirait que c'est absolument impossible. Monsieur tout le monde vous dit mais c'est complètement tort, on peut pas imaginer une chose pareille. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Mais c'est pareil pour l'or. Comment peut-on vendre de l'or qu'on n'a pas? C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et il n'y a aucune limite. À ce moment-là, on peut se permettre n'importe quoi, et c'est ce qui se passe. Donc, il faut recréer une économie réelle. C'est pour ça que moi je dis utiliser uniquement de l'argent liquide sous forme d'or. Eh bien, j'appelle ça la chimiothérapie de l'économie. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros remède de cheval pour assainir le système. Et une fois qu'il est assaini, on pourra à nouveau recréer une économie virtuelle, mais cette fois avec l'approbation de tous et avec de vrais garde-fous. Alors la question qui se pose là, c'est les résistances qui vont s'opposer à ça. C'est-à-dire que quel serait le moyen le plus efficace d'arriver à ça? Parce que tu as cité Muammar Kadhafi ou Saddam Hussein qui effectivement, dès lors qu'ils ont voulu reprendre un petit peu de contrôle, bah, se sont fait liquider, hein, tout simplement. On peut peut-être citer Kennedy aussi qui avait... bon alors Kennedy c'est très compliqué évidemment, mais il semble que lui aussi essayait de reprendre un peu le contrôle par rapport à la Fed, et qu'il en est mort très vite après. Donc quels sont les moyens en fait pour arriver concrètement à reprendre le pouvoir? Alors je vais vous étonner, mais les monnaies alternatives existent déjà en France et c'est légal, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est-à-dire que vous avez le droit de créer une association et les gens qui adhèrent à cette association ont le droit d'utiliser une monnaie qui est faite entre eux, mais qui est toujours basée sur le standard de la monnaie officielle. Mais si vous faites une monnaie nationale et que vous l'utilisez, eh bien, et qui ne soit pas la monnaie officielle, effectivement, vous rentrez, il y a un article de loi qui l'interdit. Donc, allez sur Internet et faites abeille et Villeneuve-sur-Lot dans Google et vous tomberez sur un site. L'abeille, c'est une monnaie comme il existe l'euro ou le dollar. Et donc, vous verrez comment ça fonctionne. Et il y a un monsieur très gentil qui s'occupe de ça et qui se fera un plaisir de vous expliquer. Voilà. D'accord. Et Donc, nous pour pouvons démarrer information, sur cette base-là. excuse-moi Jean-Luc, pour information, dans le cadre associatif, donc, donc ça peut pas atteindre le cadre national, mais c'est limité à quoi? C'est par commune? C'est par quel est le nombre à peu près, quoi? Ben, on va dire que ça doit rester local. Ben, nous aussi, on peut le faire en local. Sauf qu'au lieu d'utiliser des billets, on va utiliser des pièces d'or, c'est tout. Par contre, on a un problème pratique. Il faut les fabriquer, il faut les créer, ces pièces. Donc, c'est un problème purement pratique, je vous le dis. Je rebondis à nouveau. Dans ce cas, pourquoi utiliser l'or en particulier dans ce cadre-là? Parce que finalement, des billets de Monopoly, du moment que tout le monde se met d'accord sur le fait que ça représente quelque chose de réel que tout le monde accepte, dans le cadre de cette localité, des billets de Monopoly font aussi bien l'affaire, hein. L'important, c'est que ça représente quelque chose de concret après, par exemple un bout de viande chez le boucher,
ou un service que vous rend un autre. Donc pourquoi insister sur l'or? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, on n'en est qu'au début de la crise. Mais quand la crise va être vraiment sévère, si on a une vraie hyperinflation, une vraie dépression, les gens n'auront plus du tout confiance au papier. Donc, moi, je me demande même si les gens seront d'accord pour revenir au franc, comme le propose François Asselineau. Je n'en suis même pas sûr. Donc, pour moi, l'or, il faut une denrée rare. Et l'or est une denrée rare sur laquelle tout le monde s'appuie jusqu'à présent. Et qu'on le veuille ou non, l'or reste un étalon. Mais même cet étalon-là, ils ont réussi à le rendre faux. Chapeau. Alors moi Jean-Luc, j'ai une question d'un auditeur là, qui n'a pas de micro. Alors la question c'est comment déterminer les prix dans le système que vous proposez, donc qui serait un système où la monnaie serait indexée directement sur l'or en fait, hein, ce serait l'or la monnaie. Et là, c'est tout simplement le jeu de l'offre et de la demande. Ben, vous savez, quand on est passé du franc à l'euro, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Vous aviez deux chiffres sur les étiquettes. Vous aviez les étiquettes, vous aviez la valeur en francs et la valeur en euros. Et bien là, vous auriez la valeur en euros et la valeur en or. C'est-à-dire que la valeur en euros et la valeur en grammes d'or, tout simplement. Et c'est le commerçant qui le décide. Si le commerçant il fait un prix trop élevé, les gens ne vont pas acheter, que ce soit de l'or ou de l'euro, tout ce que vous voulez. Et si le commerçant fait un prix intéressant, les gens vont acheter. Ce qui est important, c'est que les gens aient confiance en la monnaie. Et comment avoir... et l'or, c'est vraiment le métal sur lequel on a le plus confiance. Voilà, c'est purement psychologique. Mais c'est ça qui est la base. Alors, ce que je propose, c'est que on se voit en réel cette fois, et pour qu'on réfléchisse, pour étayer un petit peu mes idées, en faire un véritable projet, et à partir de là, donc, décider de l'organisation pour la réalisation de quelques prototypes. Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai déjà fait des essais. J'ai fait fabriquer par un ami des pièces en inox avec une cuvette. Le schéma que vous avez sur mon site, là, je l'ai déjà réalisé. Il y a un problème, c'est que quand vous essayez de faire fondre l'or dans la cuvette, ben, l'or se met en boule. Il se met en boule au lieu de se fluidifier à l'intérieur de la cuvette. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il faudrait utiliser, donc, pour parfaitement désoxyder, il faudrait utiliser, je crois, de l'acide phosphorique qui est extrêmement dangereux à inhaler. Voilà. Donc là, c'est un problème purement pratique, comme je vous disais. Puisque tu as fait plusieurs appels, Jean-Luc, à se réunir dans le réel, etc., peut-être veux-tu communiquer ton mail pour ceux qui écouteront la vidéo et qui souhaiteraient t'écrire? Eh bien, mon mail, de toute façon, il est indiqué dans mon site, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire. Maintenant, je vous le dis, je serai présent donc samedi soir prochain pour la venue d'Alain Soral à l'Athénée, à Bordeaux. Donc, j'y serai au moins une demi-heure avant donc, la conférence. Donc, certains souhaitent me voir pour qu'on en discute tous ensemble. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Enfin, utiliser cette monnaie, c'est bien plus efficace que n'importe quelle manifestation. Il n'y a pas besoin de tirer un seul coup de feu. C'est vraiment à la Spaggiari, comme disait Cantona, hein. C'est tout à fait ça. Donc, nous avons un auditeur qui demande comment s'affranchir des cours mondiaux. Ah, ça, c'est une excellente question. Parce que, comme je l'ai fait remarquer, les cours mondiaux sont faux. Donc, il existe deux cours actuellement. Vous avez le cours officiel qui est faux, comme je viens de le dire, et vous avez un cours officieux qui, lui, est bien plus élevé. Aujourd'hui, si vous allez chez votre numismate pour acheter de l'or, il y a de fortes chances qu'il ne vous le fasse pas au prix du cours actuel. C'est normal, hein. Donc là, comment s'affranchir des cours mondiaux? Eh bien, là, c'est vrai qu'il faudrait acheter l'or au cours officieux. Et c'est vrai que c'est une réelle difficulté. Mais ça, c'est pas la faute de Monsieur Tout-le-Monde, c'est la faute des banquiers, hein. Ils ont fait n'importe quoi. Quand je parlais de Spaggiari, c'était une boutade, bien entendu, hein. Puisque tu as parlé de Cantona et de Spaggiari, dont il y avait fait référence lui-même,
J'ai cru apercevoir qu'il y avait à nouveau un appel au bank run là prévu pour dans quelques jours, il me semble. Est-ce que tu soutiens ce genre d'initiative? Bien entendu, je soutiens totalement le bank run, mais bon, je sais d'avance que pour des raisons psychologiques que j'expliquais tout à l'heure, je l'explique aussi dans le site, les gens ne vont pas beaucoup marcher là-dedans. Ils ne vont pas beaucoup marcher parce que les gens ne crèvent pas assez de faim, c'est malheureux à dire, mais ils ne sont pas encore véritablement convaincus de la crise, du niveau de gravité dans lequel nous nous trouvons. Ils n'en sont pas convaincus. Alors, Jean-Luc, une autre question d'un auditeur, en fait, qui te demande comment est née cette idée de ta part. Est-ce que c'est lié à ton expérience professionnelle ou est-ce que c'est un challenge personnel qui relève purement du hobby? Alors, comment m'est venue cette idée? Alors, il faut savoir une chose, c'est que je suis avant tout un théoricien et un analyste. Je n'ai pas fait d'études vraiment élevées, mais j'aime bien réfléchir et comprendre le pourquoi des choses. C'est surtout dans ce cadre-là qu'on me fait appel à mon travail. Donc, lorsque se présente un problème, je peux dire, complètement abstrait, sur lequel personne n'a planché, eh bien, bien souvent, on fait appel à mes compétences pour arriver à trouver des solutions originales. Donc là, cette idée de la monnaie or, c'est vraiment une idée qui est issue, je veux dire, de mon analyse du système tel qu'il est actuellement. D'ailleurs, la découverte de cette arnaque dont je vous ai parlé au début, c'est le résultat d'une analyse. Parce que quand Pierre Jovanovic a dit que la Fed achetait à tour de bras avec des faux dollars des titres or, là je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils font ça tout de suite? Parce que normalement, quand vous achetez, ça fait monter les cours. Et là, plus ils achètent, plus ça baisse. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas possible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué les cours actuellement. On a vu que le cours de l'or montait pendant que les cours des actions montaient. Ou alors que le cours baissait pendant que les actions baissaient. C'est complètement illogique. C'est absolument impossible, ce truc-là. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, j'en ai déduit que le cours de l'or était complètement indépendant des cours des actions. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait forcément donc une super manipulation, une super arnaque derrière. Et donc, quand Pierre Jovanovic a dit que la Fed achetait des titres or, là, tout de suite, ça fait tilt chez moi. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Si la Fed achète de l'or, ça devrait faire augmenter l'or. Or, il baisse. Il baisse pourquoi? Mais parce que la Fed fait exprès d'acheter l'or à bas coût. Voilà pourquoi. Du faux or, bien entendu. Hein. Et pourquoi ne pas créer une banque fiduciaire basée sur enfin, une monnaie fiduciaire basée sur des banques contenant de l'or? Les gens n'ont plus confiance. Ils auront de moins en moins confiance. Les gens veulent leur or, leur AE, dans leur tiroir. C'est pour ça que, par exemple, je propose de mettre l'or dans une petite cuvette sur les pièces en inox. Pourquoi? Parce qu'ils le voient, l'or. C'est important, ça doit être palpé. Il faut revenir au réel. C'est ça qui est fondamental pour moi, pour sortir de la crise. Alors, l'or est en train d'atteindre les 1900 dollars. Mais aujourd'hui, s'il n'existait pas l'or papier, il ne serait pas à 1900 dollars, l'or. Il serait à 19 000 dollars. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le chiffre est faux, totalement faux et bidon. Donc ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont réellement de l'or chez eux, de l'or physique donc, sont en possession d'un patrimoine beaucoup plus grand que ce qu'on veut bien leur dire. Absolument. Et c'est pour ça que je me tue à répéter aux gens, achetez de l'or physique, achetez de l'or physique. Ça, je le répéterai jamais suffisamment assez. Seulement, cette valeur, elle est dans le réel. Je veux dire par là que si vous allez chez un numismate, mais le numismate, il va vous reprendre l'or au cours actuel, c'est-à-dire bien inférieur à ce qu'il est actuellement. Dans le dernier libre journal là, que nous avons fait le week-end dernier, on a évoqué le Hugo Chavez qui a décidé de récupérer son or, donc de réclamer son or un peu partout, dans toutes les banques centrales, dans toutes les banques privées, etc.
Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as entendu parler de cette initiative? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ah oui, j'en ai entendu parler, bien sûr, comme tout le monde, hein. Je l'ai vu sur le site de Liesi. Je conseille à tout le monde Liesi, qui est extraordinaire, qui est fantastique. Moi, je le lis autant que le blog de Pierre Jovanovic. Et effectivement, en faisant rapatrier l'or, eh bien, il a fait rapatrier les malheureux lingots que les banquiers détenaient dans leur coffre, ce qui fait qu'il ne leur reste plus grand-chose aujourd'hui. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis un grand admirateur d'Hugo Chavez, parce que franchement, c'est David contre Goliath, hein, j'admire beaucoup. Ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que des grosses banques comme la JP Morgan, je croyais qu'elles seraient obligées de couler. Je crois que je me suis trompé. Je crois qu'au contraire, ces banques se renforcent. Elles ont de plus en plus de pouvoir. Ça, c'est ce que je pense. Je dis ça suite à cette énorme arnaque que j'ai découverte. Ces banques, en fait, elles peuvent faire la pluie et le beau temps, totalement. Elles sont devenues vraiment beaucoup trop grosses, hein. J'aurais souhaité te faire réagir sur un extrait qu'on avait mis dans notre zapping. C'est un expert économique qui s'exprime sur BFM TV. Donc je te le passe, ça dure juste quelques secondes et j'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Vendre cet or. Autrefois, au XIXe siècle, nous avions l'état droit et qu'en effet, la valeur des monnaies était basée sur l'or. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on peut très bien décider de ne plus avoir un stock d'or important et de l'utiliser d'une manière productive et utile pour la société. Productive et utile pour la société, je pense surtout pour le possesseur, c'est-à-dire le banquier. Donc je trouve ça intéressant de faire un... Parce qu'effectivement, en ce moment, on nous explique que la France a une dette colossale, qu'elle risque de perdre son triple A, etc. Et donc, on commence à entendre certains qui suggèrent de carrément vendre l'or enfin, ce qui reste de l'or de la France juste pour combler les dettes, en fait. Donc, c'est une façon de le transférer encore à la banque. Ouais, juste pour combler les dettes. Mais les dettes ne seront jamais comblées. Elles ne peuvent pas l'être dans ce système-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est un puits sans fond. On ne pourra jamais arriver à rembourser la dette. Jamais, 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 jamais. Ça, il faut bien se mettre en tête. Parce que la dette, elle est virtuelle, déjà. Vous rendez-vous compte que la Fed, avec des faux dollars, elle recapitalise des banques qui sont au bord de la banqueroute. Vous savez ce que ça veut dire, recapitaliser quand même? Est-ce que tout le monde en a bien conscience? Recapitaliser, ça veut dire donner de l'argent. C'est-à-dire que vous avez votre compte qui est négatif, vous allez appeler une banque centrale qui va vous recapitaliser, c'est-à-dire vous donner de l'argent pour remettre votre compte à zéro. Non mais c'est quand même incroyable ça. On appelle ça recapitaliser. J'appelle ça tout simplement donner du faux argent. Alors, la Fed recapitalise les banques, la Fed achète donc des bons du trésor, notamment des bons du trésor américains. La Fed achète du faux or et tout avec de l'argent potiche. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est pour ça que moi je dis que la Fed, c'est la fosse sceptique des banquiers. Parce que la Fed achète toute la merde des banquiers avec du faux argent. Non, mais on vit quand même une époque absolument extraordinaire, vous ne trouvez pas? Et que pensez-vous justement de l'avenir de la Fed? Je m'excuse, j'ai pas très bien compris. Tu peux reformuler ta question? Oui, que pensez-vous de l'avenir de la Réserve fédérale américaine? Eh bien, que c'est comme la JP Morgan, qu'est-ce que c'est qui peut l'arrêter? Il n'y a plus aucune limite, puisque tout ce qu'elle fait, c'est légal. Elle peut faire n'importe quoi en toute impunité. Je trouve ça quand même dramatique. Je rappelle, qu'est-ce que c'est qui a été le moteur de la dernière guerre? C'était la crise de 29, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qui était le moteur de la guerre de sécession à l'origine? Eh bien, c'était l'esclavage. Aujourd'hui, nous avons des gens qui travaillent dans des conditions d'esclavage épouvantables et nous avons une crise qui va devenir sans doute très très grave. Alors c'est pour ça que moi je rêve à cette idée, effectivement, d'une monnaie or où les gens, quand ils vont acheter 1 kilo de viande, ils savent qu'ils auront acheté un vrai kilo de viande et ils savent que le boucher sait qu'il aura été payé avec de la vraie monnaie.
de la monnaie sera confiance. Voilà. Et à partir de là, les choses vont redevenir toutes simples. C'est pour ça que j'ai appelé mon site la fin de la crise. Parce que je reste persuadé que si on utilise une monnaie or vraiment concrète, vraiment de confiance, ben, automatiquement, le système va se rééquilibrer. C'est ce que je pense. C'est peut-être naïf de ma part, mais j'attends qu'un expert me contredise sur ce point-là. Il n'y a plus de questions, tout le monde. Je voudrais savoir ce que vous pensez, vous tous, de cette idée, de la façon dont je vois les choses. Exprimez-vous, et vous êtes là pour ça me fait plaisir. Je voudrais reprendre la parole juste une seconde parce que tout à l'heure tu as dit, alors je ne sais plus exactement, mais tu as lié en fait le retour à cette souveraineté monétaire en fait et à ce contrôle de l'or, etc. Tu as lié ça à la démocratie. Mais moi je me demandais, est-ce que le régime démocratique n'est pas en faveur de la banque par nature et donc est-ce que finalement pour appliquer tes solutions, il ne faudrait pas en passer plutôt par un régime qui ne serait pas tellement démocratique et qui serait plus ferme. Donc je ne sais pas à quoi il pourrait ressembler, mais est-ce que vraiment la démocratie pourra nous sortir du contrôle de la banque? Moi, je reste persuadé que la démocratie, c'est vraiment le système qui peut sortir. Il faut, moi, ce que je souhaite, c'est que cette monnaie or, ce soit la vraie monnaie du peuple, qui est faite par le peuple, pour le peuple. Je ne suis pas particulièrement marxiste, hein, rassurez-vous, mais je dis que les gens doivent se réapproprier l'économie. Ils ont besoin pour ça d'une économie simple et réelle, qu'ils se réapproprient. Je vous l'ai dit, les vrais moteurs de l'économie réelle, ce sont les commerçants, les artisans. Le boulanger qui fait une baguette de pain, il ne fait pas seulement une baguette de pain pour nourrir le client. Il est en train de faire un véritable geste démocratique, parce que c'est un geste économique dont la société a besoin. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Bon, je précise évidemment que je ne me faisais pas l'avocat du totalitarisme ou je ne sais pas quoi, de méchant. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose, c'est-à-dire est-ce que un régime un peu mou par nature comme les régimes démocratiques peut vraiment appliquer des traitements de choc, quoi. Parce que là, on parle vraiment d'un traitement de choc dans ce cas-là. Se confronter à la banque, c'est pas de tour pour. Mais merci pour ta réponse. Je vous dis, allez regarder ce qu'ils ont fait dans l'Utah aux États-Unis. C'est très 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 intéressant. Très intéressant. Pourtant, aux États-Unis, il est interdit d'acheter de l'or maintenant. Les États sont quand même assez indépendants hein, aux États-Unis. Donc, si des gouverneurs ont décidé ça, je vous signale que dans l'Utah, justement, le fait qu'ils utilisent de l'or comme monnaie, ça vient de l'initiative comme moi. C'est un particulier qui a envoyé un courrier au gouverneur en lui disant, écoutez, pour la crise, moi je vous propose d'utiliser l'or et patati et patata. Et le gouverneur a dit, banco, voilà. C'est bien un acte démocratique. Hein. Alors je serai samedi soir à l'Athénée. S'il y en a certains qui veulent me voir, eh bien c'est avec plaisir. Sur quelle chaîne? Qui possède l'or? Là, personnellement, je ne le sais pas. Hein. Je sais qu'en ce moment, les Indiens et les Chinois sont en train de faire un énorme forcing, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des particuliers, pour acheter le plus possible d'or. Et je pense que c'est pas par hasard. Vous serez sur quelle chaîne samedi? Parler de l'Athénée et pas la télé. L'Athénée, donc, qui est une salle bordelaise. Ouais, bien sûr, s'il n'y a plus de questions d'auditeurs, je pense qu'il est temps de conclure après donc 1h30 de conférence débat. Je remercie tout d'abord Jean-Luc qui nous a accordé une soirée pour expliquer son projet donc de monnaie basée sur l'or. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une soirée. Alors c'est pas encore bien défini quelle conférence nous aurons le plaisir de tenir ici. Et dans 15 jours avec la conférence d'Omar Gélil qui avait été reportée le 7 août dernier et qui aura lieu donc
le 10 septembre. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Je tiens à vous remercier tous, puis au plaisir donc de se revoir, je suis à votre disposition. Merci bien, au revoir.